Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, elle ne doit pas être lancée. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosencher. Anne Rosencher, c'est moi. Tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. Il n'y aura pas d'accord de paix. Personne ne signera la reconnaissance. Ça serait une erreur de la part des Américains, des Européens, de qui que ce soit, d'entériner en fait les résultats d'une agression. Pour cette 3e émission, je reçois donc Olivier Zageck. Il enseigne à l'université Lyon 3. C'est un expert que l'on entend peu et qui pourtant est l'un des plus pertinents sur les thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Un armistice est-il à portée de main en Ukraine ? Quelle est vraiment la stratégie de Donald Trump ? Que cherche la Russie de Poutine ? L'Europe doit-elle se préparer à la guerre ? Pour répondre à ces questions, Olivier Zageck est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour Olivier Zageck. Bonjour Anne. Alors, ça va faire 1 an, en janvier, que Donald Trump a été investi pour la seconde fois président des États-Unis. Et comme c'est quelqu'un qui a une manière qui peut surprendre, voire stupéfier parfois, on a du mal à voir derrière la forme si le fond, lui, est cohérent, notamment sur les sujets qui nous intéressent du dossier ukrainien. Est-ce que pour vous, depuis 1 an, vous voyez une cohérence dans la stratégie de Donald Trump ? Quel est son but et sa façon d'y parvenir ? Je crois que vous utilisez le bon mot avec stupéfiant. On est parfois fasciné au mauvais sens du terme, comme un oiseau qui serait fasciné par les circonvolutions d'un serpent. On cesse de réfléchir. On ne voit que l'apparence avec Trump. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'apparence. Il maîtrise l'apparence. C'est le maître des effets télévisuels, des effets médiatiques. Et on oublie de prendre de la hauteur et d'essayer de comprendre, même de se poser la question, a-t-il une cohérence ? On y répond tout de suite. Il est incohérent. Il avance à l'aveugle, au jugé. Ça, c'était les reproches qui lui ont été faits dès sa première présidence et même avant, lors de la campagne présidentielle qui va mener à son triomphe de 2016. Et tout le monde s'est trompé, parce qu'on n'a pas cherché à savoir ce qu'il avait écrit. Les déclarations qu'il avait faites bien longtemps avant son accession au pouvoir. Et on s'est dit que c'était un homme qui était l'ennemi du temps long, qui était un instinctif, qui était finalement un grand fauve entièrement agi dans l'instant. Complètement. Or, c'est faux. Et l'affaire ukrainienne le montre à la fois et le dissimule. Elle le dissimule parce qu'on a l'impression, et on voit la presse, les médias, avec par exemple dernièrement Trump qui semble dire qu'il livrera des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Oui. On se dit, il a enfin compris que Poutine était le mauvais, jouait le mauvais rôle, l'agresseur, tout simplement, ce qu'il est, factuellement, militairement, et il revient à quelque chose de raisonnable. Mais en fait, ça, ce sont des coups de barre tactiques dans le cadre d'un schéma stratégique où Trump voit un long terme, qui est la place des États-Unis dans un système international qui est en train de se reconfigurer totalement en fonction de grandes sphères de puissance, d'influence et d'un partage, en fait, de l'influence, de la puissance, dans ce qu'on peut appeler les polarités de premier niveau. Donc c'est ça pour vous, la cohérence de Donald Trump, en fait, c'est la place des États-Unis dans ce nouveau monde, en fait. C'est l'intérêt national des États-Unis dans ce nouveau monde. Et il a un schéma qui est un schéma qui n'est pas celui du libéralisme hégémonique, ce qu'on appelle le libéralisme hégémonique aux États-Unis. Il y a 3 choses pour les États-Unis quand on veut défendre l'intérêt national des États-Unis. Il y a la puissance militaire, ou la puissance en général. Il y a la prospérité économique et il y a l'exemplarité morale. Et en réalité, Trump est le premier à ne pas citer l'exemplarité morale et ne pas l'intégrer dans son équation. Ces boussoles, ce sont des boussoles de long terme, c'est la prospérité économique et la puissance militaire. Et avec ça, il estime que sa liberté d'action sera maximisée dans un nouveau système international où les États-Unis doivent avoir la première place, mais où il estime qu'ils n'ont pas à exporter leur modèle sur le plan moral. Donc il croit à l'exception que sont les États-Unis, mais il y croit de manière relativement introvertie. Il n'est pas l'exportateur d'un modèle démocratique, moral. C'est pas du messianisme. Il n'est pas messianique du tout. Donc il a cette vision. Il a cette vision. Ça, c'est sa grande stratégie. Et dans cette stratégie, il cabote, il navigue, il empanne en permanence et parfois à le suivre
à court terme, on en perd en fait la lucidité qui nous permettrait de voir son schéma. Son schéma, c'est la défense des intérêts américains partout, avec qui que ce soit, y compris des alliés ou contre des alliés, et dans n'importe quelle circonstance. Et alors, comment ça s'applique au dossier ukrainien, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez, on se souvient des divers épisodes, l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale, la rencontre avec Poutine, récemment cette proposition d'accord de paix dont on a dit qu'il a été fait et préparé en amont avec les Russes. Quelle est la cohérence que vous voyez, à part America First, on va dire, oui, c'est ça. À part cette cohérence-là, vers quoi il tend pour le dossier ukrainien? La paix très rapidement, par tous les moyens? Trump est fatigué de cette guerre et considère qu'elle n'a plus de sens. Il considère que si l'Ukraine tient, c'est grâce aux États-Unis, aux fournitures d'armes occidentales. L'Ukraine a été héroïque, a été plus que courageuse. Elle a déjoué les plans, et en tout cas la vision de certains. Elle ne pourrait pas tenir face à la Russie. Elle montre qu'un petit peuple qui a une tension de volonté extrême et qui défend son identité, sa dignité, peut mettre en échec une puissance militairement sur le papier, en théorie, plus forte. Mais tout ça a une limite. À partir d'un certain moment, il arrive ce qu'on appelle un point culminant et il faut savoir prendre ses gains sur le tapis, ne pas espérer quelque chose qui soit hors de proportion avec ses moyens propres. Surtout quand les moyens dont vous disposez ne sont pas les vôtres. Ils vous ont été fournis. Et au bout d'un moment, le temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus central en stratégie. Il y a la fatigue de guerre, il y a la lassitude de vos soutiens, et tout le monde aspire à la paix pour fermer un front sur l'échiquier mondial et se concentrer, pour les États-Unis, sur ce qui compte le plus, c'est l'affrontement, ou en tout cas la compétition avec la Chine. Ça, c'est structurant. Alors que l'Ukraine n'est pour Trump qu'un des épisodes, un des points, si vous voulez, sur cet échiquier. Pour les Européens, c'est existentiel. En tout cas, on en fait une affaire morale. On pourra y revenir. Pour Trump, ça reste de la stratégie. Donc, est-il temps de prendre ses gains sur le tapis? Est-ce qu'on peut éventuellement trouver un accord avec la Russie? Est-ce qu'on peut se concentrer? Est-ce que les États-Unis peuvent se concentrer sur véritablement, ce qui est l'enjeu pour eux, structurant, la Chine? Il estime que oui. Sa réponse est oui. Et comme souvent, il est assez impatient, il faut le faire tout de suite. Donc il va regarder quels sont ses leviers dans cette affaire. Les leviers, il les a vis-à-vis des Européens, qui sont dépendants des États-Unis, qui se sont rendus dépendants volontairement depuis longtemps et depuis trop longtemps. Les leviers, il les a vis-à-vis des Ukrainiens. Il l'a montré, il a humilié Zelensky dans le bureau ovale et il lui a rappelé que l'armée ukrainienne, courageuse, héroïque, autant qu'on veut, mais ne pouvait tenir à condition que les États-Unis ne la lâchent pas complètement. Et il souhaite obtenir un deal, finalement, avec les Russes. Il ne veut pas tout lâcher aux Russes. Je crois qu'on fait erreur. Il y a des limites. Les Russes doivent être contenus, mais sans être refoulés ou sans être considérés comme un ennemi irréconciliable. D'accord. Trump pense qu'on peut parler avec tout le monde, quelles que soient les affres et les séquelles de la guerre, et il ne désespère pas de faire de la Russie un partenaire sur tel ou tel dossier dans le cadre de cet enjeu qui est celui de la confrontation avec la Chine. Sans pour autant tout lâcher, parce que pour des raisons morales, pour des raisons de rapport de force, pourquoi il ne veut pas tout lâcher finalement si on suit sa volonté de s'extirper le plus vite possible de la situation? Dans sa vision, il n'y a pas de mise en avant, en tout cas, si vous voulez, préférentielle ou centrale, des arguments moraux. Il faut vraiment qu'on s'enlève ça de la tête. C'est un adepte d'un réalisme qui est un réalisme, on dirait aujourd'hui néo-réaliste offensif. Tout ce qui peut être pris doit être pris, puisque vous ne sortirez jamais du dilemme d'incertitude. Vous ne saurez jamais ce qu'il y a vraiment dans la tête de votre partenaire, allié, adversaire, ennemi. Donc, vous devez toujours vous renforcer régulièrement et vous ne sortirez pas de cela. Donc, on ne peut pas sortir du dilemme d'incertitude, on ne lira jamais au fond des cœurs et des consciences de l'allié ou de l'adversaire. Donc, on ne sort pas du dilemme de sécurité. Il faut se renforcer en permanence. Ça, c'est le premier point. Donc, la morale n'a rien à voir là-dedans. D'accord. C'est une affaire d'équilibre de la puissance et d'équilibre de la puissance. Alors, pour Donald Trump, cette affaire est une affaire d'équilibre de la puissance. C'est pour ça que les Russes ne peuvent pas aller trop loin. Kiev ne doit pas tomber. Les équilibres sur le continent européen ne doivent pas être totalement bouleversés.
Il y a eu une agression russe, il y a eu une conquête militaire. Les Russes ont eu du mal à avancer. Aujourd'hui, on est à quelque chose, une situation qui s'équilibre peu à peu, même si les Ukrainiens souffrent sur le terrain, et c'est plutôt les Russes qui ont l'avantage aujourd'hui. Si on laisse cette situation s'éterniser, dans les conditions actuelles, on peut craindre que l'Ukraine finisse par rompre, ou en tout cas plier de manière considérable. Donc l'équilibre de la puissance ne doit pas être trop bouleversé en Europe. Les Américains n'y ont pas intérêt à ce que les Russes avalent l'intégralité de l'Ukraine. Parce que Trump n'est peut-être pas, si vous voulez, quelqu'un qui met la morale au centre de son équation, mais c'est quelqu'un qui est très sensible à quelque chose que les Européens négligent totalement pour eux-mêmes, c'est l'image. La réputation, la crédibilité. Laisser l'Ukraine être avalée totalement porterait atteinte à la crédibilité des États-Unis. Quoi qu'en pensent certains, si vous voulez, dans l'entourage de Trump, qui sacrifieraient l'Ukraine volontiers. Je crois qu'il n'est pas sur cette position. Il est conscient de ce rapport, si vous voulez, entre équilibre de la puissance et équilibre de la réputation, auquel on ne pense pas assez. Et c'est la raison pour laquelle Kiev ne doit pas tomber. Donc, si vous voulez, le but, c'est un stalemate et une paralysie à la coréenne. Il n'y aura pas d'accord de paix, une sorte d'armistice et une zone de plus militarisée avec un front, cette fois-ci en plein cœur de l'Europe, alors qu'on avait cru que tout ça était derrière nous, bien derrière nous, une vision post-héroïque et post-historique de notre temps. Voilà. Justement, quand la Russie a envahi l'Ukraine, au début, je me souviens très bien, au bout de quelques mois, il y avait beaucoup d'analyses et de commentaires qui disaient que la Russie ne tiendrait pas, qu'elle s'affaiblissait trop et trop vite, notamment d'un point de vue économique, que Poutine avait eu les yeux plus gros que le ventre, etc. Il y avait tous les indicateurs. Bon, finalement, on est 4 ans presque après. Comme vous l'avez dit, il y a eu des hauts et des bas, mais la Russie a quand même progresser lentement et sûrement. Est-ce qu'on a sous-estimé la Russie ? Et je dirais, question corollaire, est-ce qu'on a mal compris les ressorts qui la poussaient à cette attaque ? Je pense qu'on se méprend, on se trompe systématiquement lorsqu'on réduit une équation stratégique à ses constituants matériels. C'est une approche instrumentale. Donc on va aligner ce qu'on appelle les ordres de bataille des deux côtés. On va compter le nombre de chars, certains vont le faire. On va compter le nombre de systèmes de missiles qui permettent de frapper dans la profondeur. On va regarder le PIB du pays, ses réserves de change, etc. etc. C'est une erreur fondamentale parce que ça ne donne pas la réalité de ce qu'on peut appeler la tension de volonté dans un conflit armé. Et la tension de volonté, c'est tout. Vous savez qu'on parle beaucoup de force morale aujourd'hui. Il faudra aller un peu plus loin. Les forces morales, c'est pas simplement la capacité, la volonté à s'engager si jamais un conflit armé arrive. C'est la capacité à durer. C'est la capacité à durer alors que votre vie change du tout au tout, que le confort n'existe plus, vous êtes sorti de ce qui faisait votre existence normale, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre et tout est subordonné à cet état où la tension de volonté va tout faire. Sur le papier, les États-Unis auraient dû gagner au Vietnam en moins d'1 an. Ils ont quitté le Vietnam. Ils ont perdu. C'est un échec. On pourrait multiplier les exemples. Ces exemples où, parce que un petit pays n'a pas le choix, sa tension de volonté est extrême, c'est son identité qui est en jeu, c'est son existence même, pas celle de l'État, mais celle de son peuple, eh bien, il ne lâchera rien jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit son adversaire, même s'il est plus puissant sur le plan matériel, qui lâche. Donc, les grands États, peuvent perdre les petites guerres face à des adversaires qui ont cette tension de volonté. On n'a pas vraiment mesuré la tension de volonté russe parce qu'on n'a pas voulu reconnaître que cette guerre est pour la Russie. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est une guerre existentielle. Ils considèrent qu'ils sont à proximité de leur barycentre stratégique, que la perte totale de leur influence sur l'Ukraine signifierait leur retrait, leur sortie du groupe des polarités de premier niveau dans le système international. Donc, ils ne seraient plus du tout dans un dialogue éventuel avec la Chine, les États-Unis, etc. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ont été clochardisés pendant 10 ans à la suite de la chute de l'URSS. Ils ont vécu finalement pour eux une période noire dont ils se souviendront toujours. L'arrivée de Poutine a justement été l'une des conséquences de cette décennie noire et son succès, parce qu'il a des défauts, et les Russes sont les premiers à le savoir, il n'est pas forcément aimé au-delà de, si vous voulez, d'un certain point, mais c'est la figure
qui a matérialisé la sortie de cette décennie noire, cette clochardisation stratégique avec une verticalisation, un retour de l'État, etc., une verticalisation du pouvoir. Et donc, les Russes, dans cette épreuve en Ukraine, ont considéré que c'était une guerre, elle avait une nature existentielle. Les Ukrainiens aussi considèrent cette guerre à une nature existentielle. Qui leur a permis de tenir aussi longtemps. Exactement. Et pour les États-Unis, pour les Européens, cette guerre, en tout cas, ils n'ont pas montré autre chose pour l'instant, c'est une guerre de choix. Tant qu'ils ne s'engagent pas totalement, ils montrent que cette guerre est une guerre qu'ils peuvent quitter sans que leur identité, leur intégrité, leur existence même soient remis en cause. Entre deux acteurs, l'un qui considère que cette guerre est existentielle avec une tension de volonté maximum, et ou un groupe d'acteurs ou un acteur qui considère qu'il a le choix, qui va tenir le plus longtemps, quel que soit le PIB, quels que soient, si vous voulez, les ordres de bataille, c'est celui qui peut se sacrifier éventuellement dans l'épreuve de force. Donc oui, on a sous-estimé la Russie parce qu'on sous-estime les motifs qui l'ont amené à agresser son voisin et à lui prendre des territoires. On avait interviewé d'ailleurs dans l'Express le conseiller très proche, avant très proche de Poutine, Surkov, qui disait nous nous étendrons dans toutes les directions aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. Est-ce que ça veut dire, j'essaye de bien comprendre parce que il y a plusieurs lectures de cette guerre et de ce conflit. Certains ont beaucoup répété qu'en fait, ça avait été une espèce de réaction à des stimuli de l'Occident qui auraient, en gros, humilié et provoqué Poutine. C'est quand on lit ce que dit Surkov, on n'est quand même pas non plus dans une espèce de réflexe d'autodéfense, quoi. Il y a une volonté un peu conquérante. Oui, bien sûr, ce n'est pas simplement une réaction. Il y a une proaction, il y a un schéma. Alors, Surkov ne représente pas l'intégralité des intellectuels russes, de ceux qui sont autour de Poutine, et de cette pensée, de cette appréhension géopolitique de ce qu'est l'espace russe, avec une notion de glacis protecteur, qui est très importante dans cette vision géopolitique russe. Il ne représente pas l'intégralité, mais il représente quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, cette volonté d'exercer une influence, voire de mettre la main directement sur l'étranger proche de la Russie, ou en tout cas des pays dont la Russie estime qu'ils ne doivent pas être en mesure de la menacer parce qu'ils sont à son voisinage immédiat. Donc, il y a une vision chez les Russes qui recherchent, sinon une neutralité, du moins une sorte de finlandisation, si vous voulez, d'un certain nombre de pays qui sont à leur pourtour. Et l'Ukraine est le pays qui compte le plus dans cette vision-là. Pour ces gens-là, l'Ukraine, c'est la Russie. Alors que, effectivement, c'est pas le cas. L'Ukraine a une personnalité historique, a une identité historique. Son peuple a une identité historique, il l'a montré, et pas seulement aujourd'hui, mais il considère que ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont demandé, cette sorte de neutralité de l'Ukraine, qui avait été défendue d'ailleurs sur le plan stratégique par un certain nombre d'intellectuels américains qui étaient loin d'être des Trumpistes. Trump n'existait pas à l'époque. On trouve ça chez les démocrates à la Brookings Institution avec Michael O'Hanlon, du côté des réalistes un peu durs avec John Mearsheimer. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit finalement si ce pays bascule d'un côté totalement ou de l'autre, ça posera un énorme problème. Donc, mieux vaut en faire une sorte de zone tampon. On peut comprendre que les Ukrainiens ne considèrent pas que c'est un destin très valorisant. Zone tampon. Mais effectivement, dans la vision russe, il y a cette vision, et ils diront, un certain nombre d'entre eux, des intellectuels, des historiens, des géopoliticiens, avec beaucoup d'idéologues parmi eux, diront, mais finalement, nous voulons appliquer un équivalent de la doctrine Monroe de 1823, qui est la doctrine Monroe, qui est une doctrine américaine, qui ne voulait pas voir les Européens dans l'hémisphère occidental. La Chine voudra appliquer la même chose en mer de Chine méridionale et à son voisinage, avec une demande d'exclusivisme régional, en fait, en termes de contrôle et d'influence. Taïwan, mer de Chine méridionale. Et la Russie dit, mais on veut la même chose je veux avec l'Ukraine. Ma doctrine Monroe. Voilà les États qui comptent le plus dans la mise en place de cette doctrine. Nous ne voulons pas conquérir, nous reprenons. Ça, c'est un discours de Poutine. Nous ne conquérons pas vraiment, nous reprenons ce qui est à nous. Alors évidemment, on peut comprendre que du côté des voisins, disons de la Chine, des voisins de la Russie, face à cette vision, eh bien, il y a un recul. Mais alors justement,
Qu'est-ce qui est négociable aujourd'hui ? C'est-à-dire, compte tenu du rapport de force, compte tenu du temps dont vous disiez qu'il ne joue pas en faveur de l'Ukraine, compte tenu du fait que l'Europe va mettre du temps à pouvoir compter, vraiment, on y reviendra dans l'équation, c'est quoi ce qui est pragmatiquement négociable ? Vers quoi on va, selon vous ? Est-ce que, par exemple, il est même encore possible que Poutine rende le Donbass, par exemple ? Je ne pense pas. Mais bien sûr, hein, là, les options, les lectures sont diverses. Je pense que là, c'est une ligne rouge. Il aurait tort de le faire dans les circonstances actuelles, puisqu'il n'aura jamais un président américain qui sera plus ouvert à ces demandes qu'aujourd'hui. D'accord. Donc il va rester sur une ligne qu'il va présenter comme raisonnable. Le Donbass, il n'est jamais tombé, entre guillemets. La Russie a toujours veillé à ce qu'il ne tombe pas, même après le... Donc la Russie a soutenu les indépendantistes du Donbass, les a financés, les a manipulés un certain nombre. Ils ne lâcheront pas le Donbass. Certes, ils ne le contrôlent pas totalement, mais ils vont en faire une ligne rouge de la négociation. Donc les Russes on voit difficilement les Russes céder sur cette partie-là. D'accord. Alors c'est quoi les marges qu'est-ce qui reste à négocier aujourd'hui ? Il reste à négocier simplement l'existence d'un État ukrainien dont la sécurité serait garantie à long terme, qui ne perdrait pas l'intégralité de ce qui a été conquis par les Russes, qui pourrait éventuellement échanger le Donbass contre le fait de reprendre un tout petit peu de territoire, ça j'y crois pas, mais au moins de garder ce qu'il a aujourd'hui et d'être garanti sur le long terme. Soyons clairs. Aujourd'hui, sur le terrain, militairement, les Ukrainiens sont dans une position qui est très difficile. Ils ne rompent pas, ils se battent, ils n'ont pas perdu, mais ils sont dans une position où le temps joue contre eux. Ils ont atteint l'apex de leur capacité de négociation, le lien, si vous voulez, entre une victoire concluante et une négociation conclusive en 2023, lorsque la Russie reculait. Et donc on est dans un moment d'ailleurs intéressant parce que sur le plan nucléaire il pouvait être dangereux. Mais à ce moment-là, on a passé un point culminant. Il y a eu les négociations d'Istanbul. Là, l'Ukraine pouvait avoir bien plus que ce qu'elle pourra, me semble-t-il, obtenir dans la situation présente. Elle a passé le point culminant et aujourd'hui, elle est plutôt dans une position dominée sur le plan militaire, de manière relative, mais ça suffit en fait à lui ôter des cartes décisives dans cette négociation. Ça se passe entre les Russes et les Américains, et les Européens qui essaient de pousser la porte. Mais les Européens, parce que vous parliez tout à l'heure de la question de la réputation, vous en parliez pour Donald Trump. Mais alors là, la question de la réputation pour l'Europe, si finalement l'entreprise de Poutine, qui est d'avoir réussi à faire avancer la frontière russe à ce point en Ukraine, finit par être scellée par un accord de paix, réputationnellement pour l'Europe, ça va être dramatique. C'est déjà dramatique. Il n'y aura pas d'accord de paix. Personne ne signera la reconnaissance, me semble-t-il. Ça serait une erreur de la part des Américains, des Européens, de qui que ce soit, d'entériner en fait les résultats d'une agression militaire. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que sur le plan du droit international, on peut très bien avoir un armistice ou une sorte de gel du front sans accord de paix à la coréenne, ce qui n'implique pas de reconnaître les conquêtes qui sont celles de la Russie et qui ont été faites sur la base d'une agression. On fait très rarement la différence dans l'analyse, je le vois quasiment jamais dans les médias, entre l'inviolabilité, l'intégrité et l'intangibilité d'une frontière. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas traiter une frontière de la même façon selon la manière dont elle a été franchie, dont les territoires ont été conquis. Si vous avez violé le droit international et agressé votre voisin, on voit difficilement comment on va pouvoir entériner votre conquête. Ça se passe pas comme ça, heureusement. Mais tout ça reste bien virtuel. C'est très bien de ne pas reconnaître la prise de gage de la Crimée et la conquête d'un certain nombre d'oblasts ukrainiens. C'est autre chose de considérer les réalités sur le terrain et d'essayer d'arriver à un cessez-le-feu qui permettra à l'Ukraine, qui est saignée démographiquement, qui est en très grande situation de faiblesse, de refaire ses forces, de se consolider, d'être aidée par ses voisins et par les Européens qui y ont intérêt. Et ils ont intérêt à le faire, parce que là, ils travailleraient pour eux, on travaillerait pour nous, et faire en sorte qu'on ne perde pas plus que ce que l'Ukraine a malheureusement perdu, et que ça ne soit pas encore pire que la situation qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Donc il faut être réaliste.
parfois, c'est un déchirement, c'est une tragédie, mais comme, me semble-t-il, par exemple, les Finlandais en 1939 ou en 1944, le choix, il est entre, effectivement, ne pas abandonner les territoires, il faut bien utiliser les bons mots, mais simplement reconnaître qu'on n'est pas en mesure de les reconquérir immédiatement, dans un premier temps, et puis dire que tout ça est défaitiste, c'est pas défaitiste, c'est regarder la réalité en face, sur le plan stratégique, avoir ce courage. C'est faiblesse, disait Max Weber, de ne pas être capable de regarder en face le malheur de son temps. On est à ce résultat-là. Quelles sont les alternatives ? Les Européens rentrent directement en guerre avec la Russie. On convainc Trump qu'il fait fausse route et qu'il faut aider les Ukrainiens à reprendre l'offensive. On est sérieux un peu. Si on est sérieux un peu, alors c'est pas du défaitisme. Il faut voir la manière dont la position de l'Ukraine peut être consolidée sur le moyen long terme, de manière à ce que ce pays se refasse une santé, soit plus fort, soit plus dissuasif, avec l'aide de ses alliés, pour éviter de perdre plus qu'il n'a perdu aujourd'hui, parce que je pense qu'il a été incité par des gens qui n'ont pas vraiment l'esprit stratégique à passer le point culminant à un moment où il pouvait obtenir davantage. Ça, je pense que ça a été une erreur. En Europe, vous pensez, incité par les gens Oui, je pense que le rôle de Boris Johnson, par exemple, a été un rôle qui a été extrêmement négatif dans cette affaire. D'accord. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les Anglais ne sont pas sur le terrain de manière massive aujourd'hui avec les Ukrainiens, mais il y a eu un certain nombre de conseils qui ont été donnés pour pousser les Ukrainiens à aller au-delà du point culminant. Et comme disait De Gaulle, la proportion rompue entre les moyens et le but, les combinaisons du génie deviennent vaines. Vaines, d'accord. C'est la question des buts de guerre qu'il faut aligner avec ce qui est faisable et les moyens qu'on peut y mettre. Et de la lucidité que vous conservez dans l'épreuve de force, qui n'est pas seulement une épreuve de force. La guerre, c'est une épreuve de force. C'est une question, effectivement, de nombre de chars, d'un ordre de bataille. C'est instrumental d'un certain point de vue, mais c'est aussi un affrontement, une dialectique entre des volontés. Et là, pour le coup, on revient à votre question, qui est celle de la sous-estimation, en fait, de la tension de volonté de la Russie, premièrement, de sa profondeur stratégique, sa capacité à reprendre, à stimuler son appareil productif, à avancer dans le chemin de l'autonomisation de sa base industrielle et technologique de défense et de sécurité, un mouvement qu'on aurait dû voir. Il était en accélération constante depuis 2014. Et troisièmement, ce qu'on n'a pas vu, c'est sa profondeur diplomatique à la Russie. La Chine ne pouvait pas lâcher la Russie. Oui, c'était impossible. Ça aurait été un mouvement stratégique inepte. Donc tout était réuni pour que la Russie tienne sur le long terme. Ce qu'il aurait fallu, c'est faire en sorte que du côté ukrainien, l'Ukraine puisse compter sur cette même vision de long terme dans une tension de volonté extrême. La tension de volonté, on l'avait, c'est les Ukrainiens qui l'assuraient. C'est la tension du soutien qui n'était pas là pour différentes raisons. Et en particulier, c'est qu'il n'y a que les Américains à décider de ce point-là. Justement, c'est la question que je voulais vous poser maintenant. Cette guerre a révélé de façon assez crue, voire cruelle, la dépendance de l'Europe militairement vis-à-vis des États-Unis, stratégiquement donc. Quel est le degré de cette dépendance et la nature de cette dépendance déjà selon vous ? C'est très intéressant, cette différence entre la nature et le degré de la dépendance. Le degré, il est extrêmement important si l'on prend les moyens. Disons, la majorité des pays européens a accepté, très longtemps, trop longtemps, de dépendre sur le plan technologique, sur le plan militaire, sur le plan des moyens de défense, à travers des importations, des choix d'achat, des orientations de budget des États-Unis. C'est équipé en particulier dans ce qu'on pourrait appeler les capacités stratégiques hautes, c'est-à-dire la puissance aérienne, les moyens spatiaux, les centres de commandement et de contrôle, tout ce qui relève du renseignement, de la connaissance, de l'anticipation, la défense antimissile. C'est-à-dire tout ce qui permet à un acteur politique et stratégique de décider pour lui-même, de connaître en fonction de ses propres intérêts et finalement d'orienter son destin parce qu'il maîtrise ce qui est le plus structurant dans l'ordre des capacités, si vous voulez, de défense. Là, c'est le plan matériel et les Européens, malgré un certain nombre d'avertissements, il faut le dire quand on a raison. Les Français ont alerté de ce point de vue avec leur concept d'autonomie stratégique qui concerne d'abord et avant tout les moyens. On commence par le commencement et ce n'est
pas été entendus. Aujourd'hui, la majorité des pays européens vont être équipés d'avions F-35 qui les empêcheront, en fait, si jamais les Américains ne sont pas d'accord, de véritablement utiliser ces moyens de manière totalement indépendante. On pourrait multiplier les exemples. Ces choix-là, ils sont faits en permanence. Donc, les Européens sont rendus dépendants sur le plan matériel, mais il y a pire. C'est que là, c'est le degré de leur dépendance, mais la nature de leur dépendance. Cette nature, elle nous renvoie à finalement la conscience stratégique et historique des Européens. Le spectacle qu'ont donné les Européens au sommet de l'OTAN à La Haye il y a quelques mois, avec ce qu'on a appelé la daddy diplomacy du secrétaire général. Du papa. Papa américain, avec cet exercice qui a été celui du secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, qui est néerlandais, l'ancien Premier ministre néerlandais, a été applaudi dans un certain nombre de capitales européennes, les gens disant « Oui, c'est un peu gênant, cette soumission volontaire exposée aux yeux du monde entier, mais Rutte est un réaliste, il a raison. Ce qu'il faut, c'est retenir Trump dans l'Alliance, et pour cela, aucun agenouillement n'est superflu. » Mais de l'autre côté, aux États-Unis d'abord, je me souviens d'un article de Susan Glaser dans le New Yorker où elle dit sa stupéfaction. C'est une plume qui compte, New Yorker. Susan Glaser, c'est une légende. Elle dit, mais cet exercice volontaire d'auto-émasculation a gêné l'intégralité des journalistes qui assistaient à ce spectacle ce jour-là. Et les gens ont dit... On a même été soulagés, sachant à quel point Susan Glaser aime Trump, j'ai même été soulagé quand Trump a repris la parole. Le silence était tellement gênant, si vous voulez. Et en fait, la nature de ce lien d'un certain nombre de nos partenaires européens vis-à-vis des États-Unis, c'est une espèce d'aveuglement volontaire qui perdure encore aujourd'hui, malgré 2 mandats Trump. On aurait pu penser que, si vous voulez, qu'on se réveille après le premier mandat. Ça n'a pas été le cas. Je crois même un certain nombre de pays ont été encore plus loin, de peur que Trump, avec son caractère, lâche complètement l'Europe. Donc, tout, plutôt que de voir le parrain stratégique américain, qui est devenu en fait un souteneur abusif dans cette affaire, lâcher l'Europe. C'est catastrophique, parce qu'à long terme, en termes d'image, de réputation, de crédibilité, les Européens passent pour, en réalité, finalement, des acteurs politiques organisés, certes prospères et riches, mais engoncés dans une vision très confortable de leur être au monde, et qui ne se réveilleront jamais. Parce que si on ne se réveille pas après 2 mandats Trump, si on ne comprend pas que l'autonomie stratégique européenne n'est plus une question de choix idéologique, si vous voulez, mais une question de survie, dans un échiquier des relations internationales où chacun est en train de prendre ses gains et de combattre pour son propre intérêt, ce qui n'empêche pas les combinaisons, les coopérations, les alliances, les ententes. Mais eh bien, on est complètement aveugle. Et donc là, on est dans un moment de vérité. Soit on est puissant pour être protégé, soit on est protégé par un puissant, je le dis souvent. Et pour l'instant, l'Europe a choisi la 2e solution, sauf que ce puissant est aussi un prédateur. Donald Trump. Et les États-Unis. Et pourquoi on a laissé pourquoi c'est culturel, pourquoi on a laissé cette relation de quasi-vassalité s'installer, c'est culturel, c'est qu'on avait vraiment acheté la fin de l'histoire dont on parlait au début, de se dire que finalement le monde serait sans conflit et qu'il n'y aurait pas besoin que l'Europe ait une souveraineté de défense. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est installé là-dedans ? Il y a plusieurs plans, c'est très dérangeant mais fascinant aussi. D'abord, il y a chez un certain nombre d'atlantistes des gens qui ont un argumentaire très fort, que je trouve très respectable, parce qu'ils vont au bout de leur logique. Et au moins, ça tient debout. Et cette logique, c'est celle de dire que l'OTAN n'est pas un produit de la guerre froide. La guerre froide est un moment, en fait, de l'Alliance Atlantique, dans la longue vie de l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, ce n'est pas réductible à l'OTAN en tant que organisation de défense collective, c'est une alliance civilisationnelle. C'est une communauté de destin. Nous partageons des valeurs, une culture, une histoire avec les États-Unis. L'océan Atlantique n'est pas un gouffre, c'est un pont, et nous défendons la même civilisation. Il n'y a pas donc d'histoire, il n'y a pas d'histoire de soumission. Ce n'est pas de la vassalisation, c'est simplement si vous voulez, la famille
des nations occidentales unies par une histoire partagée, etc., etc. Bon, ça a été défendu pendant très longtemps par des atlantistes très, disons, cultivés, qui avaient un sens, si vous voulez, de la continuité historique. Par exemple, l'Association française de la communauté atlantique, à l'époque dans les années 50, 60, des gens comme Claude Delmas. Tout ça est très intéressant, un peu connu, mais très intéressant. Au moins, c'est logique. Puis, vous avez ce qui est tout à la fois moins logique et beaucoup moins glorieux. C'est ceux qui se consentent à cette subordination stratégique, à cette vassalisation politique. Il faut dire les mots aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment on les dira sinon. Pour des raisons de calcul de court terme. Calcul de court terme parce que... budgétaire et politique en Europe. Certains pays se sont dit, si le couple franco-allemand est trop puissant, et si finalement il arrive à organiser l'Europe, nous, ça nous va pas. Il vaut mieux un soutien distant plutôt que finalement un couple un peu trop hégémonique qui est à nos ports. Et vous avez des raisons que les Anglais considéraient que de toute façon l'unification européenne était un danger, n'était pas dans leur intérêt. Ils l'ont miné de l'intérieur pendant des années avant de s'en aller en 2016. Si on les avait écoutés, on n'aurait pas la fréquence PRS de nos satellites Galileo. Commencer par ça. Faut pas l'oublier. Maintenant qu'ils disent que voilà, il faut soutenir l'Ukraine. Heureusement que l'Europe a 2-3 choses pour décider par elle-même ou voir par elle-même. C'est pas grâce à eux. Ça, c'est la première chose. Certains de nos amis et alliés d'Europe de l'Est ont considéré que la politique de la France et de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie n'était pas assez, si vous voulez, lucide ou oppositionnelle, et donc on comptait sur les États-Unis, l'Union européenne pour la prospérité, l'OTAN pour la sécurité. Et il y a à l'intérieur de l'Europe des divisions qui font qu'on n'est pas parvenu en fait à faire en sorte de compter comme un sujet des relations internationales et pas comme un objet des relations internationales. Il est très tard. L'occasion pouvait être saisie après la fin de la guerre froide. On pouvait jouer le 4e dans un jeu à 4 qui était Chine, Russie, États-Unis, Europe. Ça nécessitait pas forcément une Europe fédérale. Une Europe confédérale avec des intérêts nationaux préservés, mais qui arrivait à s'unir sur des dossiers qui étaient importants pour la protection de tous et l'avenir de tous, était tout à fait possible. On n'a pas voulu saisir cette occasion. On n'a pas choisi entre l'UE comme volet économique de l'OTAN ou l'OTAN comme volet stratégique de l'UE. Moi, je dirais que j'étais plutôt en faveur de cette deuxième solution. C'est le pilier européen dans l'Alliance. On n'était pas obligé de tuer l'Alliance. On n'était pas obligé de quitter... mon avis, ça n'affaiblissait pas l'OTAN, ça la renforçait. Parce qu'une alliance, si c'est une mutualisation d'impuissance, elle perd sa crédibilité. Si elle est faite de nations qui savent se battre pour elles-mêmes, par elles-mêmes, en définissant leurs intérêts propres, alors cette alliance devient invincible parce que chacun a tenu son rang, a tenu sa place, a fait les efforts nécessaires. Ils n'ont jamais été faits. J'ai un souvenir, en juin 2011, j'étais à Bruxelles. C'est un discours du secrétaire à la défense américain de l'époque, Robert Gates. Et Gates disait je suis le dernier secrétaire à la défense, ma génération est la dernière à comprendre les Européens pour des raisons historiques, culturelles et avoir une certaine proximité avec eux. Ensuite, vous aurez des décideurs américains qui n'auront plus cette vision sentimentale du lien à l'Europe. Or, la seule chose qui comptera dans ce monde-là, et avec ces décideurs-là qui viendront après moi, c'est le montant de votre effort et le fait de savoir si vous êtes des passagers clandestins qui laissez les États-Unis, voilà, leur assurer la sécurité, ou si vous vous prenez en main. Or, vous ne le faites pas. Et ce discours, j'étais près de l'estrade, je le voyais directement très près. Il était extrêmement dur. Ça aurait pu être prononcé par Trump ou Hegseth aujourd'hui, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense actuel. Il disait vous ne faites pas assez d'efforts, vous ne consacrez pas assez de pourcentage de votre PIB à la défense, il faut vous réveiller, etc. Et c'était 2011. Si vous revenez un peu plus loin dans l'histoire, 1974-75, en tout cas au milieu des années 70, James Schlesinger aux États-Unis avait dit la même chose en tant que secrétaire à la défense. Et au département d'État, le discours était le même. Les Européens, vous devez atteindre 5%. À l'époque, 5%, on en parlait déjà, de votre PIB pour la défense. Vous ne faites pas assez d'efforts. Notre force nucléaire ne peut pas surcompenser votre faiblesse indéfiniment. Il faut que vous ayez des forces conventionnelles suffisantes. 1975. Ça nous rappelle quelque chose. On est dans la même situation. Justement, là, quand même, il semble que certains pays de l'Union européenne aient pris la mesure de ce qui était en train d'arriver. On a vu que l'Allemagne ou la Pologne ou encore la France a augmenté considérablement sa dépense militaire en proportion du PIB. Est-ce que
Vous disiez tout à l'heure, il est tard. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est trop peu? Où est-ce qu'on en est si on voulait récupérer quelque chose d'une autonomie ou d'une puissance, peut-être pas pour faire jeu égal, mais pour compter un peu? Il n'est jamais trop tard, mais c'est toujours trop peu. D'accord. Aujourd'hui. Je dirais que c'est très bien de consacrer davantage de pourcentage de son PIB à la défense. Je suis pas très à l'aise avec ce type de calcul, si vous voulez, parce que on peut, oui, consacrer 5% de son PIB à la défense, puis finalement le résultat n'est pas extrêmement dissuasif. Hein. Il faut regarder les volumes, pas seulement les pourcentages de PIB. Il faut regarder aussi comment on calcule ce pourcentage de PIB, les 5% de l'AS. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement flou. Hein. On fait rentrer dans ces calculs des agrégats qui sont en fait très indirectement liés à la défense. Et par ailleurs... C'est pas le seul indicateur, quoi. Ça doit pas l'être. Non, ça devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Parce que, si vous voulez, dire il y a une différence entre investissement et dépense. Aujourd'hui, on dépense en Europe. On achète des chars coréens, on achète des systèmes de défense antimissiles américains, on achète des avions de combat F-35 qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que ceux qui les ont achetés vont déchanter dans les 15-20 ans qui viennent. Même si ce sont des merveilles technologiques, ce sont des pièges stratégiques et politiques. Et en fait, nous dépensons. Enfin, certains acteurs dépensent, ils n'investissent pas. Investir aujourd'hui stratégiquement dans le domaine de la défense et des capacités, c'est acheter européen. Et si on n'a pas en européen, il faut développer, il faut investir. Alors on nous dira, mais oui, mais l'Europe ne peut pas produire, elle ne produit pas assez rapidement, nous n'avons pas la capacité. Eh bien, on accepte une fenêtre de vulnérabilité. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, on n'en sortira pas. Plus on achète américain ou israélien ou coréen en disant... comme ça, nous n'avons pas de fenêtre de vulnérabilité et peu à peu, nous allons reconquérir notre autonomie. En réalité, il y a un effet cliquet à chaque fois. Vous en reprenez pour 25 ans de subordination et de dépendance en termes de maintenance, en termes de ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle, en termes de pièces de rechange, en termes de logiciels de plus en plus verrouillés sur ces matériels. Et en fait, on continue dans la même direction. Et je ne vois pas... Enfin, c'est personnel, mais aujourd'hui, si vous voulez, le sursaut, le volontarisme, où les Européens se réunissent en disant on va se sevrer, on va arrêter cette drogue-là. On a eu des coups de semonce, on voit bien dans quelle direction nous allons. Nous sommes totalement dépendants, mais pour ça, il faudrait accepter effectivement une fenêtre de vulnérabilité, montrer qu'on est dissuasif, qu'on a la volonté de se battre si on est attaqué. C'est ça le problème. Alors justement, c'était ma question suivante, puisque je voulais vous interroger sur les propos du nouveau chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui avait dit qu'on devait accepter l'idée d'un conflit de haute intensité durable et se préparer à des ruptures stratégiques brutales. Et il a eu cette phrase qui a fait couler tant d'encre, qui a dit qu'il fallait même se préparer à perdre nos enfants pour protéger ce que l'on est. Qu'est-ce que ça a suscité pour vous, ces paroles ? Je trouve que la polémique qui a eu lieu immédiatement après cette prise de parole est très largement excessive. Il y a le fond, il y a le ton, bien sûr, hein, dans un discours, il y a le moment. Le chef d'état-major des armées est dans son rôle lorsqu'il rappelle que finalement une nation, et donc l'armée d'une nation particulière qui ne se prépare pas, qui ne prépare pas ses soldats à accepter le risque de la mort. C'est pas la préparation à la mort comme horizon, si vous voulez, fatal. Se préparer au risque de la mort, hein, la mort comme hypothèse de combat, comme on dit, je vais faire à Michel Goya, tout en se préparant à faire en sorte que ce soit l'adversaire qui succombe. Hein, le but, c'est pas d'aller au sacrifice, la fleur au fusil. C'est une armée qui ne se prépare pas à cet horizon-là, ce qui nécessite un entraînement, effectivement. Les forces morales, ça a une volonté, ça se sculpte, ça se prépare, ça se tend, effectivement. Un entraînement, ça ne concerne pas seulement les matériels et les corps. Mais une armée qui ne le fait pas, elle ne peut pas espérer être dissuasive avant la guerre et efficace dans la guerre. Donc, qu'un chef d'état-major des armées en France, en 2025, étant donné l'environnement international, rappelle ça, je ne trouve que ça n'a rien de choquant. Après, il y a les réactions à cette déclaration. Hein, quand on lit le discours, d'ailleurs, les choses sont assez claires. Après, il y a les réactions. Certains vont donc l'attaquer en disant il sort de son rôle, il veut envoyer les soldats à la mort, etc., etc. C'est totalement excessif, je viens de le dire. Et en même temps, il y a aussi ceux qui disent il a raison,
vive le général Mandon, allons nous battre contre la Russie tout de suite. Il faut comprendre une chose, c'est que je me réfère souvent à une phrase de Mark Twain dans ce domaine-là, c'est le patriotisme, c'est de soutenir son pays quoi qu'il arrive, mais son gouvernement seulement quand il le mérite. On est dans un État démocratique, une stratégie, ça se démontre, et si vous voulez, une vision politique de cet ordre-là, ça doit être expliqué, il doit y avoir un débat. Ceux qui disent, voilà, cette déclaration montre qu'on doit aller sur le front immédiatement, attaquer, se trompent. C'est une erreur parallèle, si vous voulez. Là, ils décrédibilisent le discours militaire. C'est pas ça, le discours militaire. C'est dire, il faut être prêt. Il faut se préparer à la guerre, et ça nécessite un certain nombre de sacrifices, si jamais, d'abord pour se préparer, et ensuite pour y arriver. Par contre, il doit y avoir un débat. Il doit y avoir un débat sur et à propos de la stratégie qui est suivie aujourd'hui par le gouvernement français, les différents gouvernements européens. Il doit y avoir un débat sur notre prise en compte du court, du moyen et du long terme. Un débat sur notre relation aux États-Unis et notre dépendance. Un débat sur notre relation à long terme avec la Russie. Mais oui, il faut le dire. Ils vont pas déménager, les Russes. Ils vont rester pour l'éternité aux portes de notre continent européen. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation dans les temps qui viennent? Comment est-ce qu'on gère ce couple russe et chinois qui est en train de se former en mettant en place des dépendances mutuelles? Comment est-ce qu'on gère ça? On essaie de décorréler ces deux adversaires, ces deux partenaires. Voilà, on doit avoir un débat sur tout ça. Donc, la déclaration du chef d'état-major des armées n'est pas une déclaration qui tue le débat, c'est simplement le rappel, et il est dans son rôle, le chef d'état-major des armées, de quelque chose qui est une évidence stratégique. Voilà. Mais ça ne doit pas vouloir dire non plus que tout est plié, qu'il n'y a plus de débat. Il y a un débat stratégique parce qu'on est un État démocratique. Il y a quelques mois, en parlant de débat, a ressurgi le débat autour d'un éventuel partage du bouclier nucléaire français, parce qu'il faut quand même le rappeler que la France possède cette arme atomique. Qu'est-ce que partage avec l'Europe, bien entendu. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous? C'est un serpent de mer, d'ailleurs, ce débat sur. Quel est votre avis sur la question? Alors c'est un débat d'abord qui est un débat extrêmement complexe. On peut parfois penser qu'il est confiné à un cercle de spécialistes qui vont maîtriser la différence entre une dissuasion concertée, tendue, élargie. On va rentrer dans une sorte de langage qui est un peu ésotérique. Je pense que sans donner d'avis définitif, parce que la matière nucléaire, en termes politiques et stratégiques, est une matière vivante, elle évolue, les doctrines ne sont pas figées. On peut quand même simplifier 2-3 choses, et peut-être rappeler 2-3 choses. L'arme nucléaire est une arme qui a un potentiel de destruction absolu, si on pousse les choses à l'extrême. Surtout à partir du moment où on passe effectivement de la fission à la fusion avec la bombe H. Rappelons le plus grand essai connu, 57 mégatonnes, c'est la Tsar Bomba russe. On atteint des possibilités de destruction qui sont exponentielles. Donc ce n'est pas une arme comme les autres. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette arme, il y a eu une inversion, si vous voulez. Avant, on avait une idée pour prendre le meilleur sur l'adversaire, et on inventait une arme pour le faire. Je veux percer une armure à distance, j'invente l'arbalète. Avec la bombe atomique, on s'est retrouvé avec une bombe, et on l'a prise pour une arme. Mais ce n'était pas une arme. Elle reconfigurait totalement l'ordre de la stratégie parce qu'elle représentait l'horizon d'une destruction éventuellement absolue. Et donc, là, on n'a pas une idée qui est devenue une arme, c'est une arme qui est finalement devenue une idée qu'on appelle la dissuasion nucléaire, avec cette idée du non-emploi. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, elle ne doit pas être lancée. Donc la bombe nucléaire va stériliser, va équilibrer les relations entre les polarités de premier niveau, les grandes puissances, si vous voulez. Elle empêche les guerres totales entre ces puissances-là concernant leur propre territoire, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà si vous voulez, le schéma pour l'arme atomique. Et ensuite, cette arme atomique a des effets politiques et stratégiques en dehors de ces relations entre les grandes puissances. Et là, ça devient compliqué, effectivement. À partir d'un moment, je simplifie, mais dans la guerre froide, on a pu considérer que la faiblesse conventionnelle des Européens, je simplifie, ils n'avaient pas assez de chars de bataille face à ceux de l'URSS, nécessitait d'être compensés pour éviter une conquête de l'Europe de l'Ouest par l'URSS. Et l'arme nucléaire américaine est venue représenter ce compensateur, si vous voulez, stratégique. Et à partir de ce moment-là, on s'est habitué en Europe, et dans le cadre de l'Alliance Atlantique, peu à peu, à cette protection
par les États-Unis et en partie via le nucléaire. Et on en est arrivé dans les années 60 à mettre en place cette dissuasion élargie américaine. Je dis les années 60 parce qu'il y a un projet qui s'appelait la Multilateral Force qui a mené à l'installation de bombes nucléaires tactiques américaines en Europe. On est arrivé à cet étagement entre les forces conventionnelles, des bombes nucléaires tactiques stationnées en Europe, et puis une dissuasion nucléaire en destruction mutuelle absolue assurée entre l'URSS et les États-Unis. Ce qui a rendu l'équation nucléaire extrêmement complexe. Il y a des seuils, si vous voulez, dans cette équation. Et on a pu penser que il pouvait exister dans le cadre de l'OTAN ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le partage nucléaire. Le partage nucléaire de bombes nucléaires dites tactiques, c'est des B-61-12 sur le sol européen. Et certains vont jusqu'à penser que on peut partager cette dissuasion nucléaire. Mais en réalité, il n'y a pas de partage nucléaire, ça n'existe pas. Il faudrait s'enlever ce mot de la tête. Aujourd'hui, tous les arsenaux nucléaires dépendent sur le plan décisionnel d'un seul centre, si vous voulez. Les Américains décident pour leurs propres bombes, les Français pour leurs propres bombes, les Russes pour leurs propres bombes. La notion même de partage nucléaire passe à côté de quelque chose qui est les conditions d'emploi de la bombe atomique. On peut pas réunir, si vous voulez, un club pour voter et se demander si on va l'utiliser ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe, si vous voulez, quelle que soit la planification, les scénarios. Donc on en revient toujours à cette verticalité absolue de la prise de décision et de la mise en œuvre. Un partage, c'est très difficile à concevoir. En revanche, on peut penser, et là c'est une affaire de croyance, et la dissuasion est une affaire de croyance, que effectivement, si l'Europe était envahie entièrement, les États-Unis, si les Européens étaient en faiblesse sur le plan conventionnel, pourraient décider d'interdire, de bloquer, d'arrêter, si vous voulez, cette ruée, cette invasion avec une bombe nucléaire. Ce qui veut dire qu'ils seraient prêts, face à une autre puissance nucléaire, à risquer New York ou Atlanta pour sauver Hambourg ou Paris. Ça a été la grande question de la guerre froide, toujours. Elle se repose aujourd'hui, dans la situation actuelle. Est-ce qu'on croit qu'un État va risquer sa propre destruction pour protéger un autre État qui est situé à des milliers de kilomètres de distance? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Mais on revient à cette question centrale, toujours. Et cette question centrale, c'est on est finalement dissuasif au plus haut degré quand la menace qu'on fait planer sur l'échiquier nous concerne, nous, directement. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, si vous voulez, il y a une dissociation d'identité, finalement. Qui rend un peu moins crédible, moins dissuasif. Elle est un peu moins crédible. Donc, pensez effectivement... On a fait notre bombe nucléaire française parce qu'on ne croyait pas à la dissuasion élargie américaine en 1960. Absolument. Donc, question... Mais c'est une vraie question, je n'ai pas de réponse définitive, mais pourquoi est-ce que les Européens ou qui que ce soit croiraient à l'extension de la dissuasion nucléaire française à leur profit? On ne peut pas en rester à cette question-là. Parce qu'on a besoin de dissuader les Russes. On a besoin de dissuader un certain nombre de puissances ou d'adversaires dans les années qui viennent. Mais on ne peut pas se contenter de dire on étend une dissuasion nucléaire et ça règle le problème. Ça ne règle rien du tout. Le débat ne fait que commencer. Et je voudrais dire que l'un des horizons de tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que je comprends ceux qui disent qu'il faut arriver à une sorte de dissuasion étendue, éventuellement, stationner éventuellement des éléments de la dissuasion française plus à l'Est. Parce que leur argument le plus sérieux, c'est sans doute quelle est l'alternative? La Pologne avec une bombe nucléaire? L'Allemagne avec une bombe nucléaire? La fin du traité de non-prolifération? Une prolifération horizontale qui continuerait? On est déjà sur cette voie. Le débat aujourd'hui dans un certain nombre de pays montre que du Japon à la Corée du Sud, en passant par la Pologne, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et un certain nombre d'autres acteurs, on pourrait demain arriver à une vraie rupture. La vraie rupture pour moi, vraiment, ça serait la sortie d'un certain nombre d'États qui reprendraient leur liberté. Ça, c'est un horizon. Donc il faut voir début 2026 ce qu'on va avoir. Est-ce que New START va être signé, par exemple? C'est les traités paritaires de limitation des armements entre Moscou et Washington. Est-ce que enfin on va reprendre des discussions autour du TNP? Ça fait 2 fois que les conversions échouent.
ça serait bien qu'elle reprenne, là, début 2026. Moi, vraiment, le début 2026, c'est le grand rendez-vous stratégique pour tout le monde. Ma dernière question, c'est une question qui n'a rien à voir, ou quoique quand même, c'est la question billets d'euros. Vous le savez, parce que vous avez des billets d'euros probablement quand même dans votre portefeuille, que nos billets d'euros sont très désincarnés. Ce sont des ponts et des arches qui n'existent même pas. Il paraît que ça va changer bientôt, et donc c'est notre grande contribution ici à l'Express pour savoir comment incarner ces billets d'euros. Si vous aviez une personnalité ou une figure historique à proposer pour figurer, mettons, sur les billets de 20 €, quelle serait-elle ? Je proposerais un billet de 20 € avec Clausewitz. D'accord. Karl von Clausewitz, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, on le mettrait un portrait en uniforme, ce qui rappellerait aux Européens que la guerre, si elle n'est pas désirable, est un horizon toujours possible des relations internationales, et qu'il faut s'y préparer sur le plan matériel comme sur le plan moral, sur le plan de la tension de volonté. Et puis ça rappellerait aussi que... Oui, je pense que ça serait une bonne idée. Une idée... je pense qu'il y aurait des réticences. Mais il y a quand même... Clausewitz, c'est pas le penseur de la guerre, au sens de la bataille décisive, si vous voulez, ou de la victoire à tout prix. Au contraire, c'est le penseur de l'équilibre entre la force, la guerre, et le sens politique qui oriente cette guerre, qui lui donne justement ses limites et qui lui donne sa vraie efficacité. On ne fait la guerre qu'en vue de la paix. Tout le centre de son œuvre, c'est ça. Donc, ce ne serait pas la célébration de la guerre, ça serait la célébration des vertus limitatives de la stratégie. Ce serait pas mal que l'Europe revienne à ce type de chemin. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Express sur toutes les plateformes habituelles. Sachez qu'il est aussi disponible en format audio sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast.